Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, l'idée c'est d'utiliser ce qu'on a appris précédemment sur les amplificateurs opérationnels pour construire un amplificateur audio de forte puissance. Voilà, ce que ne permettent pas les amplificateurs opérationnels intégrés, puisque en général ils sont faits pour délivrer en sortie des toutes petites puissances. Voilà, alors, avant de se lancer dans des schémas et des considérations, je vais vous rappeler les spécificités d'un amplificateur audio. C'est des spécificités qu'on avait déjà abordées au semestre 1 dans un exercice qui s'appelait comme ça amplificateur audio. Alors l'amplificateur audio, il doit amplifier des signaux électriques qui correspondent au son. Et les sons en fait sont des vibrations. Voilà, des vibrations de l'air. Et donc pour faire les vibrations de l'air, pour produire des vibrations de l'air, on utilise un haut-parleur. On l'alimente électriquement avec un signal électrique qui varie au cours du temps, qui ondule. Et du coup, ce signal électrique qui ondule fait onduler la membrane d'avant en arrière et ça crée les sons qui correspondent à ce signal électrique. Voilà. Et donc, première chose, un amplificateur audio, c'est quelque chose qui va amplifier les ondulations d'un signal électrique. Et comme les sons audibles ont des fréquences situées entre 20 Hz et 20 000 Hz, 20 Hz pour les plus graves, 20 000 Hz pour les plus aigus. Donc je rappelle, 20 Hz c'est 20 oscillations par seconde, ou 20 périodes par seconde, et puis 20 000 Hz c'est 20 000 oscillations par seconde. Et bien les amplificateurs audio se doivent d'avoir une bande passante qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Ça c'est une première spécificité. La deuxième spécificité de ces amplis, c'est que il faut qu'en sortie, il n'y ait jamais de composantes continues, ou très très peu de composantes continues, ou une quantité négligeable de composantes continues. Alors ça veut dire quoi une composante continue? Ça veut dire que sur ce signal qui ondule, qui fait des variations, au lieu d'onduler autour d'une valeur moyenne qui est 0, il ondulera autour d'une valeur moyenne qui est constante, qu'on appelle la composante continue. Et si on met une composante continue dans un haut-parleur, la membrane du haut-parleur, au lieu d'être sur sa position centrale, d'équilibre central pour laquelle il a été conçu, en fait, la composante continue va faire déplacer la membrane, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Alors si mettons que ce soit vers l'avant, la membrane va se déplacer assez fortement vers l'avant et le haut-parleur va dépasser son delta X max déjà assez rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller sur sa butée électromagnétique ou électromécanique. Et quand il est là, en fait, il ne pourra pas aller plus loin. Et donc, si on rajoute une ondulation sur cette membrane à avancer, d'accord, le haut-parleur ne pourra pas aller plus loin et finalement, il n'y aura que les ondulations négatives qui ramènent la membrane vers le centre qui vont être retranscrites. Donc, en fait, le haut-parleur va faire faire de la distorsion parce qu'il va faire une vibration ou un mouvement qui n'est pas fidèle au signal électrique qu'on a mis à l'entrée. Voilà, donc ça c'est gênant déjà, ça ne restitue pas bien le son. Et en plus cette composante continue, elle fait circuler du courant dans la bobine du haut-parleur et elle fait chauffer cette bobine pour produire aucun son. Donc quand on fait chauffer la bobine du haut-parleur pour produire aucun son, ensuite on peut mettre moins de courant alternatif dans la bobine parce que cette fois on risque de la faire fumer complètement. Voilà, donc en fait quand on consomme de la puissance de haut-parleur pour faire de la composante continue, on a moins de puissance pour pouvoir faire du son avec ce haut-parleur. Voilà, de la puissance acceptable par le haut-parleur, on peut dire comme ça. Donc en fait, si on a de la composante continue, c'est une grosse catastrophe. Et puis ensuite, troisième spécificité des amplis audio, il faut que ce soit des amplis qui aient des taux de distorsion assez faibles, c'est-à-dire il faut que le signal de sortie soit très fidèlement soit très fidèle au signal d'entrée. C'est-à-dire en sortie, on obtient le signal d'entrée multiplié par juste un coefficient qui est constant. Et puis, on a déjà vu dans les exercices précédents qu'il peut y avoir notamment de la distorsion de croisement, des choses comme ça. Alors en audio, c'est des choses, si c'est pas négligeable, ça s'entend très fortement. Et en reproduction quand on essaye de faire une reproduction fidèle de son, ça s'entend et c'est très dommageable en fait. Voilà, alors vous avez ça, la distorsion, vous avez ça quand vous montez un ampli un peu trop fort, un peu au-delà de ses capacités, il sature et ça fait de la distorsion. Ça fait vraiment de la grosse distorsion ça. Voilà, et c'est un peu ce qu'on recherche en création de son, des fois par exemple avec les guitares électriques. On fait saturer un préampli, ça met ce qu'on appelle la distorsion sur le son de guitare. Alors ça change complètement la nature du son. Donc là, on comprend tout de suite que si on veut une reproduction fidèle d'un morceau de musique, il faut absolument qu'il n'y ait pas de distorsion ou de manière négligeable. Voilà. Et bien ça c'était pour l'introduction, et maintenant que j'ai rappelé tout ça, on va commencer à raisonner schéma.
Et je vais vous dire, je vais vous rappeler le schéma électrique ou électronique qu'on avait fait pour l'ampli audio au semestre 1. Donc on l'avait construit à partir d'un amplificateur opérationnel, comme ça. Et puis on avait dit qu'il faudrait que cet ampli-up fonctionne soit en ampli inverseur, soit en ampli non inverseur, au choix. Alors ce qui est plus communément répandu, c'est l'amplificateur non inverseur. Enfin, ça peut exister aussi en inverseur. Donc c'est quoi le non inverseur? On prend une partie de la tension de sortie ici, alors ici on a la tension VS. Mettons ici on va débiter dans un haut-parleur. Voilà, ça va être la charge. Et ici ce sera la tension VS. Et on prend une partie du signal de sortie, et on injecte ici sur l'entrée moins. Et on met l'entrée de l'amplificateur sur l'entrée plus, comme ça. Voilà. Alors ça c'est le premier jet. On va améliorer tout ça, on va prendre conscience des défauts, puis on va améliorer. Alors, première chose, déjà on va régler le problème de la charge. Donc les haut-parleurs, en fait, ont des impédances qui sont plus ou moins compliquées, qui dépendent de la fréquence, etc. Mais l'usage en audio, c'est de considérer que la charge correspondant à haut-parleur, c'est une résistance. Et il y a deux types d'impédance pour les haut-parleurs, ou de résistance. Il y a les haut-parleurs de 4 ohms et de 8 ohms. Alors, admettons que ce soit 8 ohms, mais moi, pour simplifier un petit peu les calculs, on ne voudrait pas considérer que le haut-parleur est équivalent à une résistance de 10 ohms, parce que 10 ohms, c'est facile, ça fait des calculs tout simples. Ça évitera de prendre la calculatrice, on corrigera s'il faut. Alors, l'idée, on va regarder des choses déjà tout de suite. Mettons que cet ampli, il soit alimenté à aller refaire le maximum de puissance, donc on prend un ampli-up standard, et les alives standards au maxi. Bon, ça peut monter un petit peu, mais c'est du plus 15 et du moins 15. Ça veut dire quoi? Que la tension sortie ici, au maximum, elle vaudra plus 15, et au minimum, elle vaudra moins 15. Et encore, ça, c'est exagéré. Et donc, mettons qu'on arrive à faire du plus 15 volts, mais aux bornes de 10 ohms, c'est-à-dire que le courant max, là, il peut monter jusqu'à 1,5 ampères. Alors, c'est exagéré, ça n'ira jamais aussi haut, mais mettons, 1,5 ampères. Eh bien, 1,5 ampères fois 10 ohms, eh bien, on avait dit fois 15 volts, puisque ici le VS il est 15 volts max. Et bien on fait 1,5 ampères fois 15 volts max. Et on s'aperçoit que la puissance max que pourra sortir cet ampli, c'est du 22,5 watts sur une crête de signal en sortie avant saturation. Donc là ça fait P max égale 15 volts. J'oublie les volts. Ça fait 15 volts fois 1,5 ampères égale 22,5 volts max. C'est pas volts, c'est watts. Alors cette puissance 22,5 watts max, c'est ce que certains constructeurs d'amplificateurs appellent la puissance musicale de l'ampli. Et bien sûr, ça correspond à la puissance max sur une crête de signal. C'est pas du tout la puissance moyenne que peut sortir cet ampli, surtout sur un signal sinusoïdal par exemple. Et quand c'est un signal sinusoïdal, en fait, la puissance que peut sortir l'amplificateur, c'est la moitié. Donc au max du max, la puissance maximale, ça sera plutôt 11. Alors, la puissance maximale va s'appeler RMS, ou puissance efficace. Eh bien, ça sera les 22,5 watts divisé par 2. Voilà, quand on fait avec les valeurs efficaces des sinusoïdes, ça divise par 2. Donc en fait, cet ampli fera à peu près 11 watts. Bon, selon les constructeurs d'ampli, il y en a qui le vendront en 11 watts et d'autres en 22,5 watts, et ce sera exactement le même. Donc il faut regarder les petites lignes, savoir si c'est une puissance RMS ou si c'est une puissance musicale. Voilà. Bon, ça donne un peu un ordre de grandeur des choses, là. Mais surtout, on s'aperçoit qu'un 1,5 ampère, ça ne va pas être possible de faire ça avec un petit amplificateur opérationnel genre TL080 qui va être limité à 10-20 mA sur sa sortie. C'est absolument impossible d'envisager ça. Mais c'est pas grave, on part comme ça, et puis on fera les correctifs pour que ça soit possible. Avant de faire ces correctifs, j'aimerais indiquer comment on calcule les valeurs des différents composants, et surtout on va commencer par rajouter quelque chose ici. C'est-à-dire qu'en entrée, j'ai dit au début qu'il ne fallait absolument pas qu'il y ait de composante continue sur le haut-parleur. C'est-à-dire que si jamais il y a une composante continue sur VE, eh bien il ne faut pas qu'on la retrouve sur VS. Donc ça va imposer de mettre en entrée d'ampli un filtre passe haut constitué d'un condensateur ici. Un condensateur, en fait, c'est un stop pour la composante continue, puisque en composante continue, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Et puis
Du coup, comme il y a un condensateur, il ne faut pas que cette entrée là soit en l'air, et pour fixer son potentiel en l'absence de... Enfin, sa valeur moyenne de potentiel, le potentiel en l'absence de signal d'entrée, eh bien il faut mettre une résistance ici. Voilà, ensuite ces deux composants se battent en duel, hein, RC, et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'à partir de 20 Hz, ce soit le condensateur qui gagne, c'est-à-dire que le condensateur puisse être considéré grosso modo comme un fil à partir de 20 Hz. Eh bien ça se fait en disant que 1 sur 2 pi RC, qui est la fréquence de coupure de ce filtre face haut, eh bien ça doit être égal à 20 Hz. Alors, donc on a cette contrainte, il faut choisir la résistance R. La résistance R va être la résistance d'entrée du montage, et en général pour les amplis audio, il y a une norme qui dit que c'est bien que les résistances d'entrée soient de 47 kΩ. Donc on va prendre ça. Et puis ensuite, si je mets cette contrainte sur la fréquence de coupure, bah, ça va me donner la valeur de C. Alors je vais calculer ça en faisant 2 fois pi fois 47 000. Et je prends l'inverse. Voilà, donc le condensateur d'entrée, il doit faire à peu près, il doit faire autour de 170 nanofarads. Bon, par exemple, 150 nanofarads, ça ira. De toute façon, voilà, ça veut dire que le 20 Hz ne va pas tout à fait être transmis, mais le 20 Hz, souvent, c'est théorique, on n'amplifie pas trop le 20 Hz parce que la plupart des haut-parleurs sont incapables de produire du son avec du 20 Hz. Et pareil, le 20 Hz, du coup, ça va faire comme le continu, ça va faire beaucoup déplacer la membrane et faire chauffer la bobine pour rien. Donc je préfère arrondir à la valeur qui donne un peu moins une fréquence de coupure un peu plus haute ici. Après, ces deux résistances, elles font gain de l'ampli. Alors mettons qu'on veut un ampli qui a un gain de 50, ben, les résistances doivent être dans un rapport à peu près 50. Hein. Mettons que ici, je vais forcer la valeur de résistance égale à celle qui est à l'entrée. J'explique pourquoi juste après. Et ici, je vais mettre une résistance à peu près 50 fois plus petite, mettons 1 kΩ. 1 kΩ. Et ça fait un gain de 48. Bon, pas de 50. Ça veut dire quoi? Que VS sera égal à 48 fois VE. Bon, alors, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi mettre la même résistance là et là. Avant de vous parler de ça, on va éradiquer une source de composantes continues au banc du haut-parleur, parce qu'on a vu dans notre exercice du premier semestre, qui peut être gênante, c'est-à-dire qu'en fait les ampliopes ont toujours un défaut, c'est-à-dire qu'au lieu de se stabiliser ici pour epsilon égale 0, hein, c'est le même potentiel entre l'entrée plus et l'entrée moins, eh bien il peut y avoir un petit décalage de quelques millivolts, mettons, je sais pas, 10 millivolts. Voilà, donc ici, au point d'équilibre, on a 10 millivolts au lieu de 0. Et en fait, si on analyse le circuit, on voit que ces 10 millivolts sont amplifiés par le gain de 48. Et si on a le gain de 48 sur 10 millivolts, bah ici, ça fait 480 millivolts de tension. Voilà, donc ça fait un VS au repos de 480 millivolts. 480 millivolts, c'est 0,48 volts. Et ça commence à faire une composante continue au bord du haut-parleur qui n'est pas trop acceptable. Et donc, en fait, eh bien, il faut éviter d'avoir ce gain de 48 pour la composante continue. Et la technique que je vous avais indiquée dans l'exercice, c'est que pour éviter d'amplifier le continu, eh bien, au lieu de mettre une résistance de 1 kΩ, bah, ici, on peut ne rien mettre, mais si on met rien, en fait, on obtient un ampli suiveur qui a un gain de 1. Donc si on a un gain de 1, la tension d'offset, ici, elle devient égale à la tension d'offset qu'on a en entrée, c'est-à-dire c'est 10 millivolts au repos, là. Mais on n'a plus qu'un gain de 1. Donc notre ampli amplifie pas assez. Eh bien, on va cumuler tous les avantages, c'est-à-dire qu'on va essayer d'obtenir un gain de 48, mais seulement pour l'alternatif. Et pour le continu, on va s'arranger pour que la résistance ne soit pas connectée, donc ici on met un condensateur. Voilà, qui connectera la résistance que pour l'alternatif, mais pas pour la composante continue. Donc là, on remet la résistance de 1 kΩ. Ici, on a un condensateur C2. Voilà, les résistances, je vais donner, ça on va dire, ça c'est R2 et R1. Et toujours la même chose, il faut que ces deux court-circuitent la résistance pour les fréquences supérieures à 20 Hz. Donc ça se fait avec la fréquence de coupure qu'on obtient en mélangeant le R1 avec le condensateur C2. Donc C2 est tel que la fréquence de coupure c'est 1 2 pi R1 C2. Voilà, autour des 20 Hz. Donc ça permet de calculer C2. Voilà, je ne calcule pas la valeur, on va pas le faire.
Donc si c'est avec 1 kilo, ça va commencer à faire une valeur assez importante. Donc je mets 20 Hz, que multiplie 2pi, que multiplie 1000. Et j'inverse. Voilà, il faut un 8 microfarad, donc ces deux, ça va être un condensateur de 10 microfarad. Alors, on va mettre 10 microfarad. À peu près. Mettre sensiblement égal. Voilà. Voilà. Alors je vais revenir sur les deux résistances de. Donc là, j'amplifie pas le continu, j'ai une tension d'offset qui est très très faible. Quand on fera un ampli à composants discrets, on pourra même envisager, ou même avec ce genre d'ampli, il y a des réglages pour mettre l'offset à 0, mais enfin 10 mV d'offset, ça c'est négligeable, hein, il n'y a pas de problème. Ça ne gênera pas le haut-parleur. Alors je reviens sur ces deux résistances, l'intérêt qu'elles soient égales à R2 et la résistance ici d'entrée. Eh bien, l'intérêt c'est du fait que les entrées de l'ampli-op ici ne vont pas avoir un courant nul, parce que l'ampli-op ne va pas être parfait. Mettons que ces entrées soient faites avec des transistors bipolaires, ben, les courants d'entrée sont les courants dans les bases du transistor, de ces transistors, de l'étage différentiel avec des transistors. Mettons que ce soit des transistors PNP, ça veut dire qu'ici il va sortir des courants, voilà, qui sont faibles, hein, qui sont, mettons, de l'ordre de 0,01 mA. Ça peut être plus faible. Mettons que ce soit ça. Alors il va y avoir la même chose de chaque côté. Si les transistors d'entrée sont bien appairés, sont bien symétriques, s'ils ont le même gain. Et en fait, ces 0,01 mA, ils ne peuvent pas venir par le condensateur, enfin, ils ne peuvent pas s'écouler par le condensateur, donc ils sont obligés de s'écouler à travers cette résistance. Et s'ils coulent à travers cette résistance, ça veut dire qu'ici, si je les fais passer là, les 0,01 mA dans 47 milliohms, et bien ça nous fait une tension bande de la résistance de 470 mV. Donc ça va faire du 0,47 volts. Là. Voilà. Alors, du coup, ça fait une tension d'entrée constante qui vaut 0,47 volts. Alors heureusement, cette tension d'entrée ne va pas être amplifiée du fait du condensateur, ce qui fait qu'on peut s'attendre cette fois à avoir une tension d'offset ici de 0,47 volts. Un VS0, là, offset, on va dire c'est le VS0, 0,47 volts. Une composante continue de 0,47 volts. Et en fait, non, ça va pas être comme ça, parce que comme on a mis la même valeur de résistance, c'est 0,01 mA, eux, ils ne peuvent pas s'écouler par là. Donc le seul moyen qu'ils ont pour s'écouler, c'est de passer à travers cette résistance. Donc en fait, ils vont traverser comme ça. Et ce qui fait qu'au bord de cette résistance, dans ce sens-là, on va se retrouver avec 0,47 volts aussi. Puisque donc le courant ici vaut 0 en composante continue. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Mettons que l'amplificateur marche parfaitement, qu'il se stabilise sur que la tension d'entrée plus au point d'équilibre est égale à la tension d'entrée moins. Le potentiel ici, alors ça c'est le potentiel 0, le potentiel ici c'est plus 0,47. Les deux tensions sont égales, donc ici le potentiel c'est plus 0,47, et ici le potentiel descend de 0,47 volts, donc de plus 0,47 volts, on retombe à 0 volts de potentiel. Et du coup, on a un offset qui est une composante continue en sortie qui est théoriquement nulle. Voilà. Ça n'aurait pas été le cas si on avait pris une autre résistance que 47 milliohms, parce que si on avait pris une autre résistance, la tension au bord de cette résistance aurait été différente et n'aurait pas compensé la tension qu'il y a ici. Voilà. D'où l'intérêt de choisir R2 égale à R. Ça tombe bien puisqu'on avait l'embarras du choix. Voilà. Alors si je me résume, là, on a une structure d'amplificateur qui ne va pas avoir trop d'offset en sortie, qui n'amplifie que le continu, qui a un gain de 48 et qui amplifie correctement les fréquences, on va dire de 20 Hz. À 20 000 Hz, c'est en général pas trop un problème, les amplis, l'électronique arrive facilement à suivre le 20 000 Hz. Voilà. Seul problème, là, c'est qu'il faut fournir un courant de sortie de 1,5 A, alors que cet ampli-op n'est pas du tout capable de faire ça, il peut sortir à quelques dizaines de milliampères au maximum, 1 ou 2 milliampères. Donc ce que je vais faire, je vais effacer un petit peu, je vais refaire le schéma, et je vais vous dire comment booster cet ampli-op là pour qu'il puisse fournir, pour qu'à la fin on puisse fournir les 1,5 A.